analystes tout ça compte. Parce qu'il est très important pour les analystes qui vont sur le terrain, qui collectent l'information, de connaître bien les réalités sociales pour être en mesure de dissocier les conflits qui seront d'ordre habituel, par exemple le conflit entre pêcheurs, éleveurs ou encore agriculteurs, éleveurs. Ça, c'est assez banal et régulier. Par contre, il y a des incidents qui vont être symptomatiques de résurgence d'activités terroristes, par exemple, des routes qui sont souvent coupées et des identifications qui peuvent montrer des individus suspects. Alors la capacité des analystes à traiter ces informations, à connaître le terrain ou les réalités, elle peut, à mon avis, être cruciale dans le déclenchement de vos procédures et du passage d'une zone de la couleur verte à la couleur jaune. Donc j'aimerais savoir le staff, combien ça compte sur la zone de la CEDEAO et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du profil des analystes dont vous disposez. Et une troisième question peut-être, ce serait, est-ce que ce travail fait l'objet de sous-traitance ou est-ce que c'est des staffs qui sont vraiment de la task force de la CEDEAO où il y a des gens extérieurs qui sont mobilisés, comme ici il s'agit d'informations qui peuvent revêtir des caractères assez sensibles. Voilà, merci. Félicitations encore. Moi, je suis Mathias Tampon, je suis chargé de la gouvernance et des élections à la mission de l'Union africaine pour le Sahel, Sahel. J'ai une remarque et une préoccupation. La remarque tient au fait que dans le processus que nous avons connu au Mali, à un moment donné, la CEDEAO et la communauté internationale a eu maille à partir avec les populations. Je crois qu'en l'espèce qu'il s'agit de la CEDEAO ou de l'Union africaine, c'est le même problème. Et je pense que les élections européennes nous ont prouvé que tant que les populations ne vont pas se sentir concernées par nos organisations sous-régionales, c'est pas tout ce qu'on fait, c'est de la théorie. Si vous venez à Bamako ou à Ouagadougou, vous ne pouvez pas montrer un dispensaire ou une école construite par l'Union africaine ou la CEDEAO, mais ne demandez pas aux populations de se reconnaître dans ces organisations. Vous ne pouvez pas montrer une plateforme multidimensionnelle où les femmes peuvent exercer ou apprendre des métiers, mais ne venez pas demander à ces gens-là de comprendre les concepts que vous développez quand il s'agit d'un pouvoir qui est mis en mal. Et vous connaissez l'instrumentalisation politique, jusqu'où ça peut aller. Je crois que c'est ça aussi les limites de nos organisations. Nous faisons beaucoup dans la théorie, dans la pratique, nous ne faisons rien pour que les populations s'approprient ces organisations-là. Il faut qu'on ait des actes concrets. Maintenant, ma question, c'est surtout la question de la diplomatie préventive en lien avec l'alerte précoce. J'étais membre de la société civile, j'ai participé à la mise en place de l'alerte précoce. Je connais son efficacité en termes d'information qui remonte. Quand je prends le cas du Burkina aujourd'hui, tout est au rouge. Et depuis quelques jours, si vous suivez, même les partis au pouvoir commencent à menacer les gens en disant « nous avons les armes ». Un député du parti au pouvoir ose dire publiquement « de toute façon, si vous ne voulez pas de référendum, c'est nous qui avons les armes ». Que le ministre des réformes politiques renchérit en disant « de toute façon, le ministre de la Défense, c'est lui notre prochain candidat, donc c'est nous qui avons les armes ». Mais les autres, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est s'armer aussi. C'est chercher les bourdins et les boubous. Et il y a un mois, de toute façon, de cela, on disait au Burkina que le boubou manquait sur le marché. Donc ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Pendant ce temps, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, qu'on ne voit aucune action préventive, au moins au niveau des populations, vous comprenez que quand le problème va se déclencher, quand la crise va se déclencher, si vous venez maintenant à sapeurs-pompiers, que personne ne va vous écouter. C'est pour ça, dans les manifestations, très souvent, même les sapeurs-pompiers, quand ils viennent pour secourir des blessés, les gens lapident les camions des sapeurs-pompiers. Alors que les sapeurs-pompiers, naturellement, viennent pour secourir les blessés. Parce que les gens les confondent et ce sont des symboles de l'État. Donc c'est la même chose pour nos organisations sous-régionales. Si nous devons faire même la diplomatie préventive, il faut que l'opinion comprenne que vous faites quelque chose sur le terrain. Si l'opinion ne sent pas
cette pression ou cette intervention préventive, si vous venez à posteriori, personne ne peut écouter, surtout pas l'opinion. Donc moi, ma question, c'est aujourd'hui, une situation, vous nous avez fait un très bon tableau pour le Mali, où maintenant on a la consolidation de la paix. Je souhaite que l'année prochaine, quand on va fêter l'anniversaire de la CEDEAO, que vous nous fassiez une architecture qui présente le Burkina, où vous avez pu éviter qu'il y ait eu le conflit. C'est ça qui va être intéressant. Ce n'est pas chaque fois qu'on vient montrer qu'on a déployé des forces pour maintenir ou combattre ou stabiliser, mais maintenant qu'on a empêché que la crise éclate. Qu'est-ce que concrètement vous faites aujourd'hui pour éviter que le Burkina ne connaisse la situation du Mali? Premièrement. Deuxièmement, le représentant de la FAO a déjà posé la question. Qu'est-ce que la CEDEAO fait, par exemple, au Nigeria pour combattre Boko Haram? Ou est-ce que la CEDEAO n'intervient que dans les petits pays, excusez-moi de guillemets, ou comme c'est le Nigeria, personne n'ose parler, alors que c'est une menace pour toute la sous-région, la question de Boko Haram? Merci. Je pense que la réflexion en cours, on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais c'est des actions qui ne touchent pas encore au programme, parce qu'on n'a pas encore les programmes en tant que tels. Et n'oubliez pas qu'on parle de stratégie. La mise en œuvre de stratégie appelle maintenant à l'élaboration de programmes. Or, nous ne sommes pas encore à ce niveau, et je crois que c'est lorsque nous allons arriver à ce niveau concret où on va proposer des contenus. Moi, je veux élever des ébus, l'autre dit je vais élever des ébus. Alors, qu'est-ce qu'on fait si nous voulons tous élever des ébus dans le même territoire ou dans des territoires contigus? Ça va poser d'autres problèmes. Pour l'instant, c'est une forme de coordination qui permet à tous ceux-là de savoir qui a une stratégie, quels sont les objectifs, comment est-ce que c'est géré, comment chacun peut participer, comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources, comment est-ce qu'on peut communiquer entre nous et avec l'extérieur. C'est ces préoccupations-là. La CEDEAO avait commencé son processus depuis l'année dernière. Il y a eu des réunions à New York, ensuite à Bruxelles, et la réunion de haut niveau s'est tenue le lundi dernier pour finaliser d'abord le document, redéfinir le cadre institutionnel, voir comment ça va s'arrimer avec la plateforme qui a été mise en place. Donc la réflexion, vous avez raison, c'est une question, elle est en cours, il n'y a pas une réponse définitive. Ensuite, vous dites avec les autres, il ne faut pas oublier que lorsqu'on va arriver au niveau des programmes, les programmes vont toucher des pays et des populations. Et à ce niveau-là aussi, il y a des besoins de coordination, soit des formes de coordination au niveau d'objectifs de développement, mais aussi au niveau de coordination programmatique. Voilà des choses qui vont être définies, qui ne sont pas claires à l'heure actuelle, parce qu'encore une fois, on n'a que des stratégies en ce moment. Monsieur Traoré a posé la question du cantonnement, de savoir qu'est-ce que la CEDEAO peut faire. Nous travaillons dans le cadre de la coordination du système des Nations Unies, assuré par la MISMA. Et donc, c'est à ce niveau-là que, suite à l'accord de Ouaga, il a été mis en place un comité technique de suivi, qui est surtout militaire, pour étudier les questions de cantonnement, les questions de démobilisation, de cesser le feu, etc. Et puis ensuite, il y a un comité de suivi et d'évaluation qui est d'ordre politique. Nous nous sommes réunis hier avec le haut représentant du président de la République. Nous allons nous réunir cet après-midi également. Nous sommes en train de débattre. La réflexion que j'ai faite, c'est la réflexion des techniciens. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les Grands Lacs, où j'ai eu à faire élaborer plus d'une dizaine de programmes de cantonnement. Ce que je constate, c'est que la manière dont on aborde la question du cantonnement ici, c'est ex nihilo. On dit qu'il faut cantonner. On ne cantonne pas des soldats, et puis il faut savoir qu'en matière de cantonnement, il n'y a que deux façons de cantonnement. Le premier, c'est-à-dire vous avez vaincu militairement un ensemble de choses, vous les avez, vous dites écoutez, déposez vos armes, ils ont déposé, ils disent j'ai un camp ici, rentrez dedans, vous pouvez les rentrer. C'est rare. Mais lorsque vous n'êtes pas dans ce cas de figure, tout cantonnement nécessite l'accord de celui que vous allez cantonner. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement précisément d'ouvrir des pourparlers avec les groupes armés, précisément pour discuter
des conditions de cantonnement, dès lors qu'ils sont tous d'accord d'être cantonnés. Mais les gens nous disent, oui, la résolution 2100 dit qu'ils doivent être cantonnés. Donc on s'attend à ce qu'eux-mêmes ils courent pour aller se faire cantonner. C'est du chimérique. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut s'asseoir, discuter, le cantonnement, qui, où, à quelles conditions, pour combien de temps, après on fait quoi. Il n'y a rien. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement doit avoir une politique en la matière, avec des programmes, des objectifs, des moyens pour le faire, dans des temps déterminés. Parce que lorsque vous mettez des soldats en cantonnement, au bout de 2 mois, 3 mois, s'ils n'ont pas de réponse, la suite devient une bombe à retardement. Donc il faut l'aborder avec beaucoup de sens de responsabilité, beaucoup de prudence. Or, la passion fait qu'on dit qu'ils n'ont qu'à se cantonner, et puis ils ne sont pas cantonnés. On dit à l'amissement de cantonner, il ne veut pas cantonner. Ça ne se fait pas ici. C'est d'abord le gouvernement qui doit indiquer qu'est-ce qu'on fait concrètement. Ensuite, vous parlez de la criminalité. Non, je pense que la dynamique est en cours. Après la réunion de Yaoundé, il a été mis en place un centre d'observation, il a été mis en place des équipements. Il y a tout un programme sur lequel on travaille. Et la réunion de Paris aussi n'est pas tombée comme un accident. C'est à la fois la réunion sur la sécurité en Afrique qui s'est tenue à Paris que la réunion au niveau de Yaoundé, qui a fait qu'à un moment donné, bon, les gens ont pu. Votre question devrait dire, mais pourquoi est-ce qu'au sein de la CEDEAO, on n'en a pas parlé? Là, je dois dire aussi que la CEDEAO, il ne faut pas prendre cela comme une organisation supranationale qui à tout moment peut débarquer dans un pays pour dire, bon, moi je prends ce problème-là en charge. Non. Lorsqu'un problème est géré à l'intérieur, que ce soit la rébellion au Mali, que ce soit Boko Haram au Nigeria, tant que le Nigeria n'a pas dit, ce problème-là me dépasse, j'ai besoin de vous, vous ne pouvez pas aller dire au Nigeria, écoutez, tu es incapable de le faire, donc nous on va le traiter. Ça ne se passe pas ainsi. C'est pour ça que la CEDEAO a aidé le Mali à chasser le terrorisme, à organiser des élections, mais la CEDEAO n'a pas pour fonction de régler le problème de rébellion. Le problème de rébellion est un problème de gouvernance interne. Et un régime souverain doit s'en occuper. Maintenant, si le gouvernement à un moment donné a besoin d'appui particulier, d'assistance, à ce moment-là, bon, on peut voir dans quel cadre aider. Donc, il faut dire que ça marche selon des règles. Le déficit, bon, vous avez abordé la fiche. La fiche et la note, ce n'est pas des documents de travail qu'il faut critiquer, etc. La fiche technique dit tout simplement que nous-mêmes, nous avons fait des évaluations internes, externes, etc. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas beaucoup communiqué. Et je dirais une chose, il y a beaucoup de gens qui disent si le Mali a été libéré, c'est grâce à la France, n'est-ce pas? Mais en même temps, tout le monde savait que depuis le mois de juillet 2012, c'est la CEDEAO et l'Union africaine qui travaillaient sur les différentes résolutions pour pouvoir arriver à mobiliser les moyens, à avoir l'autorisation d'intervenir. Mais pour que quelqu'un puisse intervenir, il a fallu que quelqu'un d'autre fasse un travail. Mais les bruits des avions ont couvert tout, on dit c'est grâce à la France. Mais il y a grâce aussi aux Maliens qui ont soutenu, il y a grâce aux Africains qui se sont sacrifiés, il y a grâce aux partenaires qui ont aidé financièrement, etc. Le fait que quelqu'un ait communiqué beaucoup sur ce qu'il a fait, tout le monde, y compris tous les Africains intellectuels, pas intellectuels, ils se lèvent, on dit, ils sont intervenus au Mali, la CEDEAO a été incapable. La CEDEAO n'a rien fait. Parce qu'on n'a pas vu des avions de la CEDEAO, des rafales de la CEDEAO bombardés, etc. Mais ce n'est pas comme ça, il faut raisonner. Donc je pense que de la même manière, ce manque de communication a fait que personne n'a jamais su qu'est-ce que la CEDEAO fait. Dans cette salle ici, s'il n'y avait pas eu cette communication, il y a très peu qui ne savaient même pas comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que nous communiquons peu et nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous avons décidé de le faire l'affaire avec les journalistes. Nous avons pensé qu'il faut présenter ça à la communauté internationale qui nous soutient depuis d'ailleurs longtemps, mais qui n'avait pas aussi une très bonne connaissance de la chose. Bon, pour la crise culturelle, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, mais c'est exactement ce que cela voudrait dire. Hein? Ensuite, mon ami Fousseni parlait de l'alerte précoce et voilà. Vous parlez de capacité d'analyse. Non, c'est un système, je dis, ceux qui sont sur le terrain n'ont pas besoin de faire d'analyse. Ils ont des fiches, c'est des questionnaires. Et au jour le jour, les questionnaires portent des informations très précises.
Si cela se produit, c'est cette information qu'on met dans le système. C'est tout ce que lui fait. Maintenant, arrivé quelque part, il y a des gens qui sont formés pour faire des analyses de ces problèmes, etc. Si c'est économique, si c'est culturel, si c'est social, si c'est politique, si ça relève de la gouvernance, etc. Et arrive à traduire ça aussi en message de savoir est-ce que c'est inquiétant, c'est pas inquiétant, etc. C'est ce qu'au niveau d'Abuja, on agrège maintenant pour avoir une vision presque intégrée et on émet des rapports à l'attention du président. À ce niveau, le système est beaucoup plus secret. Mais il y a une partie du système que normalement, n'importe qui peut accéder pour essayer de lire au moins comment les choses se passent. Et ça, je pense que les points focaux qui sont sur place ici ont cette possibilité de mettre des informations, mais il y a aussi ce que nous appelons l'éco-warn, c'est-à-dire l'alerte précoce, qui permet au moins de visualiser la santé des pays, etc. Mais il faut avoir un code pour pouvoir y accéder. Par contre, les informations sensibles, lorsque ça devient un rapport pour amener les gouvernants à décider, là, c'est réservé aux techniciens et c'est réservé aux décideurs. Vous avez parlé aussi de sous-traitance, etc. Non, je pense que c'est ceux qui travaillent. La sous-traitance, c'est justement des points focaux qui sont pris ici, qui sont formés sur la base de cet outil et qui l'utilisent. Mon ami veut qu'on s'occupe aussi du Burkina. Je veux le rassurer qu'on s'occupe du Burkina. Et si vous voyez très bien, dès lors qu'on a commencé par savoir qu'il y a quelque chose, je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu des échanges de missions, etc. C'est aussi cela. Et entre le Togo et le Burkina, je crois que la semaine dernière, pas plus, il y a eu des missions qui sont parties, etc. Il y a des choses qui se font discrètement, qu'on ne voit pas. Mais encore une fois, il faut savoir limiter les choses. Il y a la dynamique politique interne. La CEDEAO n'a aucun mandat pour intervenir dedans. Les partis politiques se débattent, est-ce qu'on va changer tel article, on ne va pas changer tel article, etc. La CEDEAO ne peut pas intervenir pour dire non, ne changez pas, il faut changer, etc. La CEDEAO a émis un certain nombre de règles que les États, s'ils les respectaient, devraient aider à régler. Mais si les États ne respectent pas, c'est le débat que nous avons eu à faire les journalistes. On rentre dans la trilogie de la délégation de pouvoir. Vous avez des États individuellement qui délèguent un mandat à une organisation qui est légataire de ce mandat et qui doit mettre en œuvre le mandat délégué. Alors, on dit à la CEDEAO, vous avez la capacité de faire ça. Mais les États maintiennent leur pouvoir, leurs prérogatives. Et quand l'organisation même vient, il rencontre le même État qui lui a délégué le pouvoir de le faire et qui lui dit non. L'exemple typique, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, en principe, doit prendre des décisions souveraines. Il n'y a pas de recours. Mais vous allez trouver des pays qui sont là-bas et qui se sont arrogés le droit. Et puis vous prenez une décision, une seule personne dit « moi j'ai refusé » et puis tout est terminé. Et pourtant, un pouvoir a été délégué. C'est ce jeu-là qu'il faut comprendre au niveau du fonctionnement des organisations. Il y a des niveaux où l'organisation peut intervenir, il y a des niveaux où ça relève de la souveraineté des États. Il faut les respecter parce qu'il y a une constitution, il faut respecter la constitution, il faut respecter les institutions qui sont mises en place, il faut respecter le jeu démocratique. Elle peut être violente, elle peut être... Vous pouvez avertir les gens. Vous pouvez justement, par la diplomatie préventive, amener les gens à avoir raison, garder comme on dit, mais jusqu'ici, la CEDEAO n'est pas une organisation supranationale qui peut intervenir de manière souveraine pour casser une dynamique interne. On ne peut pas le faire. Mais quand la machine structurelle et organisationnelle, constitutionnelle est cassée, alors à ce moment, la CEDEAO essaie de voir comment remettre les choses en place, comme le cas du Mali. Mais une fois que les choses sont mises en place, eh bien, la CEDEAO est obligée tout simplement de surveiller comment ça fonctionne. Les gens se bagarrent, c'est normal. Il y a des marches, c'est normal. C'est la démocratie. On ne s'entend pas, c'est la démocratie. Quand ça atteint un certain niveau, on dit oh là, faites attention. S'ils respectent, ok. S'ils ne respectent pas, ok. Mais vous n'avez pas de pouvoir d'intervenir plus que ça.
vous avez dit aussi que les populations et la CEDEAO se sont créées. Je crois que c'est tout à fait normal et votre analyse est tout à fait juste. Mais il faut dire aussi qu'il y a des choses qui se font par les organisations que le commun des mortels ne le sait pas. Et dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, la CEDEAO a donné 25 milliards au Mali il y a à peine quelques mois pour renforcer sa capacité. Pour le commun des mortels, tout ça, ça ne sert à rien. Le conflit, et vous l'avez aussi dit, arrive au moment où, à l'intérieur, vous avez des oppositions, des gens qui manipulent l'opinion, etc. Et dans le cas du Mali, il y avait la junte qui était en dessous, qui manipulait. Et on a pris les sanctions comme prétexte pour dire à la CEDEAO ceci, cela, etc. Mais ça, vous ne pouvez rien, ça aussi, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Maintenant, à notre niveau, nous reconnaissons, et je rejoins mon ami, que aussi peut-être nous ne communiquons pas assez. Il n'y a pas eu d'éducation pour que les gens connaissent la CEDEAO, etc. Une fois de plus, c'est une des prérogatives des États, parce que l'alinéa 2 de l'article 5 du traité révisé dit que les États doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître les objectifs de la CEDEAO, pour faire connaître les programmes de la CEDEAO, pour faire connaître, si vous voulez, les stratégies de la CEDEAO. Mais combien de pays en réalité ont un programme d'éducation de ses propres citoyens qui sont des citoyens de la CEDEAO et dont lui-même État est membre? Combien le faut? Personne. Et ce n'est pas au rôle de la CEDEAO de venir faire ça. Ça, c'est le rôle des États. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la CEDEAO a décidé qu'on crée des ministères chargés de l'intégration africaine. Ça devrait être leur rôle. Quand ça existe, même, ça ne se fait pas. Quand ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc, de part d'autre, il y a des responsabilités à assumer. Je pense que c'est la dernière question sur laquelle je finis.